Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP que nous consacrons aujourd'hui à une auteure historienne d'origine versaillaise qui sort le roman de Rosa Bonheur, que voici. Et j'accueille donc Patricia Bouchenaud-Deschamps. Bonjour. Bonjour Véronique Iturbide, merci de m'accueillir. Eh bien, merci d'être venue jusque-là, c'est un grand plaisir. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. Car vous êtes, comme je l'ai dit, historienne et auteure. Vous avez commis déjà plusieurs biographies, dont celle dont on avait parlé nous toutes les deux, à savoir la biographie de Le Nôtre, oui, pour commencer, André Le Nôtre, et ensuite Charles Perrault. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous êtes ici vous avez changé de siècle. Oui. On est au 19e. Oui. Et vous allez nous parler et changer de genre. Échanger de genre, oui, voilà, vous parlez d'une femme. Ouais. Et donc, cette fameuse Rosa Bonheur est une artiste peintre animalière, une des plus célèbres de son siècle et encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. Comment vous est venue cette idée de vous attaquer, si je puis dire, au roman de Rosa Bonheur ? Alors, le hasard fait bien les choses. De la même manière qu'à un moment donné, moi qui étais plongée dans le 18e, j'ai été déportée vers le 17e par une rencontre qui avait été celle avec Béatrix Saul, à l'époque directrice du château de Versailles. De la même manière, c'est une autre rencontre, celle-ci avec Catherine Brault, donc la présidente du château et propriétaire du château de Rosa Bonheur, qui un jour m'a fait venir. Elle venait de racheter ce château de Rosa Bonheur qui se trouve à Thomery, donc en lisière de forêt de Fontainebleau, pas très loin donc d'ici, voilà. Et qui m'a dit est-ce que vous m'écririez un roman sur Rosa Bonheur? Et donc Rosa Bonheur pour moi c'était à la fois une peintre, j'ai des attaches à Bordeaux, il y avait plein de points communs qui faisaient que pourquoi pas, mais il fallait replonger dans le 19e, ce qui me renvoyait à la Montansier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait beaucoup parlé, ouais. Et puis c'était revenir au roman aussi, puisque j'avais déjà écrit 2 romans, Au nom de la reine et l'absente. Et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si j'écrirai un roman, mais vous êtes en train de sauver votre château, moi je vais vous aider à sauver le parc. Et là, il y avait quelque chose d'incroyable là-dedans. Ça veut dire plonger à ce moment-là dans les sources, des sources nouvelles qui étaient là-bas. Et au fur et à mesure de cette restauration, en plongeant les mains dans la terre, eh bien, et dans ces archives, j'ai plongé en fait dans l'histoire de Rosa en découvrant 1001 choses qui n'avaient jamais été racontées et un siècle que j'ai eu envie de faire revivre et un personnage absolument extraordinaire, personnage de femme. Moi, j'aime les personnages de femmes. Hein. Il y a eu la Montansier, il y a eu Marie-Antoinette et Rosa Bonheur. J'ai eu envie de un peu de la dépoussiérer, de la remettre dans son siècle. Et certes, on en a fait une icône du féminisme, c'est une icône du féminisme, mais pour certainement des raisons plus complexes et plus riches qu'on ne l'a dit jusqu'à présent. Oui, c'est ce qu'on découvre en détail. Vous racontez sa vie. Alors vous racontez aussi qu'elle a laissé des mémoires que vous avez retrouvées dans le grenier de ce fameux château où tout est resté intact, et dans ces mémoires qu'elle a dictées à une de ses dernières amies. Vous nous dites attention, parce que des mémoires d'une personne âgée, qu'est-ce que vous vous êtes dit en lisant ça? Alors les mémoires ont été publiées par sa dernière amie. Eh bien, quand on voit des mémoires, alors je les ai pas retrouvées dans le grenier parce que non, mais l'histoire me plaisait. La propriétaire a eu le courage de les faire réimprimer, le fac-similé de l'original avec ses 500 illustrations. Donc c'est vraiment un exemplaire magnifique qu'on peut se procurer. En allant sur le site du Château Rosa Bonheur, aux éditions de l'Atelier, et des mémoires d'une personne qui raconte sa vie à la fin, eh bien déjà on dit attention, parce que on tisse une histoire, on tisse sa propre histoire et on laisse ce qu'on veut laisser. Ça c'est le premier écueil. Et le second, c'est le fait que ça soit écrit par une autre femme qui est une américaine. Et donc même si elle parlait le français, etc., il y a encore un regard qu'il faut analyser avec beaucoup de pincettes. Et quand on lit ces mémoires, quand on est historien et qu'on connaît un peu cette époque, eh bien, on voit qu'il y a quelques erreurs déjà sur le plan de l'histoire générale, donc elles viennent certainement de la part d'Anna, mais du coup on se dit tiens, ce qui est raconté, on le lit avec à la fois une grande prudence et en même temps il faut le comparer. Alors je vais vous donner un exemple tout bête.
On parle, par exemple, beaucoup de Rosa Bonheur, son choix du célibat, qu'elle ne voulait pas d'homme, etc., etc. Et effectivement, dans les mémoires qu'elle laisse à Anna, elle dit très clairement jamais je ne me suis mariée. C'est une promesse qu'elle a faite sur la tombe de sa mère. Je ne me suis... Mais de toute façon, une vie d'artiste, d'épouse et de mère de famille, ça n'est pas compatible. D'accord. En revanche, si vous lisez les mémoires d'une de ses amies, plus jeune, Virginie de Montbreton, qui est elle aussi une grande figure du féminisme, d'une famille d'artistes, et qui a laissé des mémoires très intéressantes, notamment sur Rosa. Rosa lui dit comme je vous envie d'avoir réussi à être à la fois artiste, mère et épouse et mère. Donc, vous voyez, rien n'est binaire, en fait, dans l'histoire d'un personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, quand on plonge dans un personnage, il faut le remettre dans son contexte, expurger un peu nos propres clichés du XXIe siècle pour essayer d'avoir un regard un peu neutre de regarder un peu ce qui se passe dans ce personnage qui est d'une richesse absolument incroyable. Elle est complètement hors du commun pour l'époque. Oui. Franchement. Elle démarre sa vie d'une façon incroyable parce que très jeune, elle a la chance d'être prise dans une école de garçons, enfin d'aller à l'école avec ses frères, ce qui n'était pas du tout prévu et habituel. Donc déjà, après, elle adore sa mère et ses parents ont des idées très très modernes pour l'époque. Absolument. Qui sont pour la libération de la. Enfin, expliquez-moi. En quelques mots, donc pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, parce qu'on dit elle est célèbre, oui, c'était une star de son temps, mais qui quand même tombait un peu dans les oubliettes de l'histoire. Hein. Rosa Bonheur. Oui, Rosa Bonheur. Bien sûr. Et donc, quand on parle de Rosa Bonheur, encore de nos jours, heureusement qu'il y a ce bicentenaire qui permet de... le 16 mars. Le 16 mars, et toute l'année qui va être célébrée avec des expositions qui va permettre de remettre en lumière ce personnage, son œuvre, et qui est passionnante. Ces œuvres qui devraient déjà défiler peut-être, on va en voir au cours de l'émission. Voilà. En tous les cas, ce personnage est un personnage très riche qui est né en 1822 à Bordeaux, qui à l'âge de 7 ans arrive à Paris et qui va connaître ce Paris avec tous ses grands changements. Elle arrive à Paris en diligence tirée par des percherons et elle voyagera ensuite d'abord en diligence et très vite il va y avoir le train. Donc elle va connaître elle va connaître la révolution industrielle, elle va connaître les pandémies, elle va connaître la guerre, les révolutions, les guerres, etc. Et elle va connaître surtout la situation d'une jeune fille absolument, en quelque sorte, privilégiée. Elle grandit dans une extrême pauvreté financière de ses parents. Et d'ailleurs, sa mère va mourir d'épuisement à essayer de nourrir sa famille, puisqu'elle a un père artiste qui croit dans les grandes idées, etc. Très absent. Mais sa grande chance, et effectivement, comme vous l'avez dit très justement, c'est qu'elle va grandir dans un milieu avec des idées très avancées. Voilà. Le père comme la mère croient en l'égalité entre l'homme et la femme. La femme est l'égale de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Et comme vous l'avez dit, elle a la chance, en arrivant à Paris, d'être prise avec ses frères dans une école pour garçons. Rosa Bonheur, c'est un personnage formidable parce que son énergie, cette phrase qui a été choisie comme titre pour le roman, « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau », cette phrase, elle l'écrit à son frère, elle a 77 ans, c'est quelques mois avant de mourir. Cette énergie, c'est une énergie qui a été inépuisable tout au long de sa vie. À partir de 11 ans, elle a commencé à travailler. À 14 elle ans, rapportait de l'argent. Elle gagne sa vie et elle nourrit sa famille. C'est ça qui est complètement fou. Toute sa vie, elle l'a fait. Et j'ai l'impression qu'elle a, pardon, je vous coupe, elle a une vie qui un coup, elle a un hasard heureux, elle sait attraper la chance. Un coup, elle a un obstacle terrible et elle rebondit. Et finalement, elle a réussi à se créer une vie hors du commun en étant vraiment peintre professionnel. Et finalement, on a l'impression qu'elle ne choquait pas plus que ça parce que. Ouais. Alors, enfin, non, vous allez me contredire. Comment est-ce qu'elle était perçue par ses confrères peintres et l'opinion publique ? D'abord, il faut savoir qu'au XIXe siècle, la condition de la femme est quand même une condition qui est extrêmement difficile. Mais oui, on n'a pas de droit, pas de droit juridique, pas de droit de vote. Pour les artistes, pas le droit de faire l'école des beaux-arts. Évidemment, on n'entre pas dans une académie ni quoi que ce soit. Donc ça vraiment, n'est que lutte. Et donc c'est une lutte. Elle a la chance d'avoir un père
peintre qui est un peintre reconnu de son temps, qui va la former. Elle est formée avec les meilleurs artistes au Louvre et elle va acquérir une reconnaissance par son travail, qui va en faire l'égal de l'homme. Quand on va voir ces tableaux qui vont devenir de plus en plus importants en taille, au fur et à mesure, qu'elle gagne sa vie, elle arrive à avoir des formats de plus en plus grands. De plus en plus grands, qui vont être un véritable manifeste. Elle va se poser en tant que portraitiste, mais portraitiste des animaux, portraitiste animalière. Et elle le fait avec un réalisme qui est absolument extraordinaire, parce que pour elle, d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'elle va être très vite attirée par la photographie. Très vite, elle a son atelier. Voilà le fameux marché aux chevaux, qui est une œuvre très grande. Voilà. Alors donc ça c'est une des versions du marché aux chevaux. Enfin, ça donne c'est pas celle qui permet de donner une idée. Et cette œuvre, elle a quand même marqué un moment de sa carrière, parce que c'est là, ce tableau a voyagé. Elle a quand même rencontré un agent qui a été fabuleux pour elle, qui a emporté son tableau comme une guest star. Alors, le tableau plus Rosa, il fait faire un portrait de Rosa Bonheur qui est trimballé avec, et il fait écrire une biographie. C'est vraiment une tournée triomphale en Angleterre et en Écosse, qui va se poursuivre aux États-Unis et qui va faire de Rosa Bonheur une star aux États-Unis, au point que, à l'époque, il y avait une espèce de poupée Barbie à l'effigie de Rosa Bonheur. Parce que Rosa Bonheur, elle fascine. Elle porte le pantalon. Donc, il y en a 5 sur Paris qui portent le pantalon. Donc, il fallait un permis de travestissement fondé sur un certificat médical pour un certain nombre de raisons. Elle, contrairement à George Sand, elle dit bien, pour moi, la femme est l'égale de l'homme, non pas en prenant un nom masculin, non pas en portant le pantalon, mais en étant soi-même et en s'imposant par les qualités de son propre travail. Et donc, c'est sa peinture. On parle du marché aux chevaux. C'est 5,40 m sur 2,50 m. Elle mesure 1,50 m. Et donc, c'est un manifeste de puissance, etc., qui est incroyable. L'impératrice Eugénie ne va pas s'y tromper. C'était une grande féministe, c'est elle qui va la décorer. Elle va être une des premières artistes récompensées de la Légion d'honneur. Alors moi, vraiment un personnage incroyable. Juste dire, c'est que cette vie incroyable, palpitante, vraiment, on est pris par ce roman, on rentre dedans, on veut savoir ce qui va se passer, on oublie un peu le côté biographie, parce que c'est une vraie histoire dingue, mais réelle. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir sur cette femme qui, malgré tous les obstacles, parce que Dieu sait qu'elle en a eu, donc là on ne peut pas tout raconter, parce que malheur c'est l'heure, l'émission se termine, mais ça donne de l'espoir, parce que finalement elle s'est bien débrouillée d'une façon même magistrale, avec son talent, et surtout je trouve sa diplomatie et sa façon de s'imposer sans heurter trop les gens. Enfin, ça il faut lire le livre pour le comprendre. Elle se débrouille drôlement bien quand même. Voilà. Alors on peut voir, on verra en automne 22 musée d'Orsay. Alors rétrospective. En fait, l'année Rosa Bonheur commence là maintenant. Depuis hier au château Rosa Bonheur, exposition à partir de ces plaques de verre et il y en aura 2. Ensuite il y aura Bordeaux, musée des Beaux-Arts de Bordeaux à partir de mai, et bien sûr musée d'Orsay à partir du mois d'octobre. Donc une grande année Rosa Bonheur. Grande année Rosa Bonheur. Écoutez, un grand merci Patricia Bouchenon-Deschamps, et bravo. Merci de m'avoir accueilli. Je pense qu'aller voir avant d'aller au musée d'Orsay ou même à Thomery, c'est bien de lire le livre. Voilà. Merci. À très vite. À très bientôt. Au revoir. Merci.